Bonjour. Alors, aujourd'hui, une nouvelle partie, The Last Argument of King. Je vais faire ce début de présentation avant la partie, de façon à vous présenter le plan sans connaître le résultat de la partie, ce qui est quand même peut-être un petit peu plus intéressant. Comme ça, on verra si les choses se sont déroulées comme elles étaient prévues initialement. Donc, scénario assez particulier ici, le scénario 11 du livre de scénario de Conquest, The Last Argument of Kings, qui s'appelle Maelstrom, où on trouve 3 objectifs et où on ne peut scorer que en prenant ces objectifs. Alors les objectifs sont prenables à partir du tour 1, ce qui ne sera pas possible étant donné qu'on n'a pas de... Moi je n'ai pas de léger, on verra après les listes, mon adversaire n'a pas de léger qui peuvent scorer, c'est devenu très rare maintenant. Donc on ne pourra commencer à scorer qu'à partir du tour 2, et comme je rentre par ma zone de renforcement, ce qui me concerne, ça sera minimum T3. Voilà. Donc, 3 objectifs. Ces objectifs ont des valeurs de 1 ou 2 points en fonction des moments de la partie. Au début de la partie, c'est l'objectif central qui vaut 2 points. Au milieu de partie, ce sont les objectifs latéraux qui valent 2 points. Et en fin de partie, on revient comme dans la situation de départ. C'est-à-dire les tours 1 à 4, 9 et 10 en ce qui concerne le score, 2 pour le centre, 1 pour les côtés, et les tours 5, 6, 7 et 8, où on inverse, où là, maintenant, ce sont les zones latérales, ici, qui permettent de scorer 2 points et 1 pour la zone centrale. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, ça donne, si on fait abstraction du premier tour, où on ne peut pas scorer, il y a potentiellement 40 points. Mais, comme de toute façon, personne ne pourra scorer l'objectif central au tour numéro 2, puisque pour ça, il faudrait rentrer ici avec une troupe au T2 moyenne qui pourrait atteindre cet objectif, ce qui n'est pas possible. Si on avance les légères, on arrive sur le côté, donc on est bloqué dans tous les sens. On ne peut atteindre cet objectif central ici qu'au T3. Donc les 40 points théoriques, c'est l'addition simplement 1 plus 2 plus 1 ou 2 plus 1 plus 2, ces 40 points théoriques sont ramenés à 38 points. Alors, sont ramenés à 38 points. En fait, 13 points sur chacun des objectifs les plus grands, au total sur la partie, et 12 points pour l'objectif central. Alors, 38 points, ça veut dire qu'à 19 points, on ne perd pas. C'est déjà une chose. Alors, il faudrait supposer que l'adversaire marque les 19 autres points. Je pense raisonnablement que, comme de toute façon, on ne va pas réussir à scorer tous les objectifs à tous les tours, ça me paraîtrait un petit peu difficile, qu'il faut aller chercher la victoire vers les 15-16 points. Alors, comment arriver à 15-16 points ici? Alors, en fait, mon idée, c'est de faire un flanc refusé, c'est-à-dire que comme au T1, il va se déployer, il va commencer à se déployer, en fait, en fonction de son déploiement, je choisirai l'un ou l'autre des 2 objectifs latéraux. Alors, la table est montée, est faite ici, et en fait, sur la table, il y a un terrain bloquant d'un côté vers un objectif, donc ça rend son accès un petit peu plus difficile. Donc, a priori, même chose pour l'adversaire, a priori, ça désigne plus ou moins l'objectif le plus facile à atteindre. À partir de là, le sécuriser au maximum, puisque si on peut scorer à partir du tour numéro 3 sur cet objectif, ça rapporte 12 points. Si on imagine une victoire autour des 15 points, vous avez compris qu'il suffit d'aller rusher sur l'objectif central à partir de la fin de partie pour pouvoir scorer sur les tours 9 et 10 les 2 points, ce qui ferait 4 points sur cet objectif central, tours 9 et 10, si on peut les avoir, plus les 12 points, on est à 16, la victoire devrait se jouer à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est le plan, c'est-à-dire que sécuriser au maximum un des 2 objectifs à 9 pouces, quitte à mettre beaucoup de ressources sur place, et elle est préparée, une fois qu'on a bien sécurisé, avancé un peu, elle est préparée un rush sur l'objectif central en fin de partie pour marquer les points supplémentaires et ainsi s'assurer la victoire. Alors ça, c'est le plan théorique. En fonction de ce que fera mon adversaire, peut-être que ça s'adaptera un petit peu, mais ça, on verra après la partie. Alors maintenant, les 2 listes.
Alors, je vais jouer Dwegom, c'est la première fois que je joue Dwegom. Alors, j'ai joué contre les Dwegom assez souvent, et je les ai joués en First Blood, mais c'est la première fois que je les joue en The Last Archon of King, tout simplement parce que je viens de terminer les 2000 premiers points peints de cette armée, sachant que je ne joue que peint. Alors, sur toutes les parties que j'ai pu faire de Conquest, à part les 2 premières quand on a découvert les premières figurines, sinon depuis, eh bien on ne joue que peint, on a suffisamment de réserves de figurines pour utiliser celle-là, et ça nous motive d'autant plus à peindre les autres. Et donc c'était le cas des Dwegom, et là l'armée Dwegom que je vous présente, elle n'est constituée qu'à partir des figurines peintes. Bon, il en reste quelques-unes, mais des unités qui ne sont pas complètes, donc je n'avais pas beaucoup de choix. Alors j'ai choisi le Credo tempéré, ici, et j'ai choisi une liste, enfin quand j'ai monté mes figurines, j'ai surtout monté des figurines qui étaient forged, ici. Alors, pour quelle raison? Ben, pour utiliser cette logique de bonus que l'on peut avoir ici. Le souci, c'est que je n'ai pas de light. D'un autre côté, toutes mes unités peuvent scorer. J'ai fait une projection. T4, tout est sur la table. T3, c'est possible, mais normalement, T4, tout est sur la table, étant donné que je n'ai qu'un seul lourd qui rentrera automatiquement au tour 3. Et alors, tour 3 ou automatique au tour 4, on va voir en fonction du reste des rentrées, mais bon, au tour 3, le faisant rentrer automatiquement au tour 3, ça veut dire que mes moyens qui rentrent au tour 2, 3 et 4, bah, s'ils ne sont pas rentrés au tour 3, rentrent automatiquement au tour 4. Donc T4, tout est sur la table. Alors, 3 Warband. Je commence par le général, Tempered Steel Shepherd, qui sera monté sur un Stoneforge. L'association des deux est quand même assez costaud, hein. La figurine de Stoneforge est quand même assez costaud. Elle pourra rivaliser sans problème avec un des géants. Le problème, c'est que mon adversaire en a 4. Si je me souviens bien dans sa liste, ici, donc 1, je résiste, 4, 1 à la fois. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, dans cette unité, je disais le général, Tempered Steel Shepherd, associé avec son Stoneforge, et une unité de Maniaforge. La première unité de Maniaforge, ici. Unité assez résiliente, hein, qui est capable d'encaisser, qui a de l'aura de mort, qui tape assez fort avec Cleave 2. Bon, alors lui aura un chaman, donc ça va donner une évasion plus élevée à ses troupes. Ça contre un petit peu cet aspect-là. Mais surtout, on peut les booster un petit peu, ici. Donc ici, les 3 entrées sont forgées, 1, 2 et 3, ce qui peut me rapporter 3 points si je n'utilise pas leur bonus. Donc dès le départ, cumuler assez vite des points, sachant que le credo tempéré me permettra aussi, en lançant des sorts, de gagner des points. Alors, mes 3 personnages sont également sorciers. Enfin, sorciers ou prêtres, enfin sorciers ici, oui, wizard. La deuxième, c'est Lost Ancestor. Alors, j'hésite encore à savoir dans quelle unité je vais les placer. Je pense que ce sera dans les Found. Après, les Mané à Forge, ça pourrait être pas mal aussi. Il peut être placé dans une unité de piétons, c'est tout à fait possible. J'avoue que là, j'hésite encore un peu. Donc, lui, dans sa Warband, un groupe de Found, un groupe de Lost et à nouveau des Mané à Forge. Et enfin, les Steelforge. Alors, Steelforge que je trouve particulièrement costaud. Donc, dans cette bande ici, lui, en personnage, n'est pas forgé. Et ce sont les Lost qui ne sont pas non plus. Donc, comme ils ne le sont pas, ces deux-là ne vont pas générer de points supplémentaires de pouvoir ici. De pouvoir élémentaire, voilà, élémentaire. Excusez-moi. Les Steelforge sont par 4, il me reste un peu de points, je me dis, ça fera pas de mal. Je les trouve particulièrement costauds, ici, avec la possibilité quand même, lorsqu'ils sont activés, lorsqu'ils deviennent éveillés, de se soigner. J'ai eu beaucoup de mal lors de la précédente partie que j'ai joué à les éliminer. J'ai joué contre ici, et je les ai trouvés assez forts. Enfin, la troisième Warband, elle est, à mon avis, assez classique, puisqu'elle est constituée de
d'un sorcier monté sur un Hellbringer Drake, ici. Les deux sont... enfin, l'Hellbringer est forge, le sorcier l'est également, pardon, ici. Je lui ai ajouté le Gift in Fire. Alors le Gift in Fire, hop, je vous montre ici. Ça va donner, ajouter, comment dire, ajouter plus une attaque et gagner l'événement de tirage Fire Draw Event. Et ce Fire Draw Event, ça permet d'ajouter un marqueur supplémentaire. Voilà. Ensuite, les Fireforge, ici, bon, moi j'avais plus assez de points finalement pour leur ajouter un petit officier pour histoire de tirer un petit peu plus fort. Donc l'idée en fait c'est de protéger absolument le Drake, hein, qui est quand même assez fragile, hein. S'il rencontre un géant, ça va mal se passer, hein, il n'est pas assez résilient pour cela, même si c'est un monstre. Donc de le laisser bien protégé derrière, ici. Alors derrière quoi? Derrière éventuellement des Magnaforge, hein, qui peuvent être assez costauds. Alors, mon avantage, c'est que ce qui va tirer, essentiellement, alors les Fireforge vont pouvoir tirer facilement sur tous les géants en face, quel que soit ce qu'il y a devant au corps à corps qui bloque, puisqu'ils sont taille 1 et les géants taille 3. Ensuite, le Hellbringer Drake, lui, va voir au-dessus et pourra tirer sur quasiment n'importe quoi. Les Found sont taille 2, donc par rapport aux monstres, ça n'aura pas de problème pour tirer même s'ils sont derrière. Et par rapport à l'infanterie également, s'il y a un duel d'infanterie, ils pourront tirer dessus aussi. Donc je pense avoir de quoi défendre une zone et m'en sortir par rapport à mon idée que je vous ai exposée au départ. La liste de mon adversaire, la voici. Donc lui va avoir un personnage Jotnar, le Seidr, accompagné de 2 Mountain Jotnar, alors qui, en tant que médium, arrivent rapidement et sont assez costauds. Ensuite, deuxième personnage, le Vargir Lord, qu'en général il met dans des cochons, les coltres. Pourquoi? Parce qu'il apporte flank, donc il arrive automatiquement. Les fernes de pack arrivent automatiquement, donc T2, tout ça, toute cette partie-là va arriver automatiquement. Ensuite, il fera certainement rentrer automatiquement un Mountain Jotnar aussi. Le chaman qui va se retrouver avec des Beersirk, dans des Beersirk, ce qu'il m'a expliqué, avec Mountain Jotnar et 2 unités de Raiders, donc 2 unités qui seront sur la table et qui, dès le T2, auront fait 24 pas, donc sont au milieu de la table, et pourront déjà impacter dès le tour 3 ce que je pourrais approcher de là. Alors je ne sais pas comment il va les déployer, s'il va prendre le risque d'aller directement sur les 2 objectifs latéraux pour essayer de m'en bloquer un tour de plus, c'est possible, ou alors s'il va avoir la même technique que la mienne. Là, seul l'avenir nous le dira. Et ben, je vous propose que l'on se retrouve après la partie. Voilà, à très bientôt. La partie est donc terminée et voilà ce qui s'est passé durant les 10 tours. Donc les listes sont toujours ici. C'est parti avec l'armée d'Wegon, dont voici une vue globale. Alors j'ai quelques petits soucis, vous pouvez voir que sur les photos, il y a comme un dédoublement. Alors je ne sais pas ce que m'a fait mon téléphone, mais bon, c'est pas trop grave, ça ne survient que sur une ou 2 photos et c'est pas gênant pour la lisibilité. Donc voici la table avec, donc vous voyez, par transparence, hein, c'est pas le tapis qui a des rectangles ici, des taches, c'est juste qu'il y a eu un petit souci à la prise de vue, mais encore une fois, ça ne gêne absolument pas la visibilité ici. Donc, le principe, 3 objectifs, hein, comme expliqué précédemment, les voici en position. Alors, c'est l'angle de prise de vue qui déforme, qui donne l'impression d'avoir comment dire, les objectifs qui ne sont pas tout à fait au centre de la table, mais ils étaient parfaitement au centre de la table. Alors, les décors, un décor, 2 décors infranchissables, ici, hein, qui venaient obstruer un des côtés pour chaque camp, 4 forêts, et des petits murets qu'on déplaçait, qui étaient là juste pour le plaisir sur la table. Voilà.
Donc, de mon côté, je vais choisir prioritairement celui-ci, hein, suite au plan que je vous ai expliqué, tout simplement parce qu'il est plus accessible que celui-ci. Et je vais complètement délaisser celui-ci, en tout cas pour le début de partie. Voilà, donc la partie démarre avec un premier tour exclusivement pour le Nord. Voici donc ici le positionnement à la fin du premier tour. Donc il a fait rentrer ses 2 raiders, 2 unités légères. Moi je n'ai pas d'unité légère, donc je n'ai absolument rien sur la table. On arrive au tour numéro 2, personne ne score ici, puisqu'il n'y a que des légers, et de toute façon, personne n'est sur les objectifs ici. Donc on commence le deuxième tour, et au niveau du deuxième tour, Dwigham, donc je vais gagner la suprématie ici, et je vais laisser commencer le Nords, qui va faire rentrer successivement, alors qui va d'abord sortir son Lord Vargir, qui n'est pas sur la table, et qui va donc m'obliger, moi, à sortir ma première carte, qui était les Lost. Il continuera avec ses Raiders, puis moi l'Ancestor, et à partir de là, c'est terminé, puisque j'ai raté tous mes jets. C'est-à-dire que je n'ai que la troupe obligatoire, enfin la troupe qui peut rentrer ici. Je commence à avoir des suées, puisque lui fait rentrer donc successivement les cochons et 2 unités de ferme. Je vous montre la situation et ce que ça donne donc ici. Alors encore quelques photos ici des premières unités sur table. Et voilà, ici on arrive au tour numéro 2. Voilà à la fin du tour numéro 2 le positionnement. Donc il a profité de sa position, alors là elle a été avancée, hein, mais il a profité de sa position pour arriver latéralement avec les 2 unités de ferme et ainsi venir sécuriser ici 2 objectifs. En ce qui concerne les raiders, ils ont continué d'avancer ici tout droit. Moi j'ai avancé ici mes Lost avec l'Ancestor en utilisant la forêt de façon à ne pas avoir l'impact ici de ces troupes au cas où. De toute façon, pour l'instant, il m'était difficile de me projeter très loin, étant donné que je n'avais rentré que ceci. En ce qui le concerne, il avait réussi à faire rentrer donc en plus le géant qui est ici. Donc il avait sur table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, là où je n'en avais que 2. À la fin de ce tour, on se retrouve avec un 2 à 0, puisque les objectifs qui sont ici comptent chacun pour 1 dans ce tour-là. Bien, la situation est critique, il faut absolument que je rentre le plus de troupes possible, et là, ça va être le contraire, c'est-à-dire c'est moi qui vais faire rentrer quasiment tout ce que je veux, et de son côté, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ce tour 3 va être assez, comment dire, intense en ce qui concerne le positionnement des troupes qui vont arriver. Donc ici, on est sur toujours la fin du tour 2, avec des vues différentes ici. Voilà. Et on attaque le tour numéro 3. Donc je reviens sur la vue ensemble ici, où il va commencer par jouer ses raiders, et il va commencer par jouer les raiders qui sont ici, en ayant gagné la suprématie. Donc son idée ici, c'est de venir me bloquer complètement là. On mesure la distance est trop longue pour réussir une charge directe, donc il est obligé de faire mouvement plus charge. Malheureusement, l'impact n'aura pas lieu puisqu'il est ici dans la forêt, avec ses règles spéciales de Nords. Il peut effectivement être inspiré, mais il n'y aura pas de clash ici. Donc c'est un petit peu un suicide, évidemment, puisque quand je vais m'activer ici, son unité ne va pas faire un pli, puisque moi c'est ce que je vais activer ici juste derrière. Mais moi, dans mon idée, il va jouer ici, me bloquer, il va avancer ses chiens de façon à être bien en bordure ici, et évidemment me menacer, et venir derrière, se positionner correctement avec ses cochons, pour ne faire qu'une bouchée au final de ce qui pourrait arriver là. Sachant quand même que j'affronterais beaucoup de choses, donc il fallait quand même se mettre en position. De ce côté, il avait également ses raiders qui pouvaient avancer, comment dire, prendre position. Et ici, il était tout seul. Pour l'instant, je n'avais rien rentré, mais bon, il ne pouvait pas anticiper non plus la façon dont j'allais jouer. Par contre, je pense que utiliser cette
troupe de raiders ici pour commencer n'était pas une bonne solution, parce que en ce qui me concerne ici, moi c'est vrai que j'avais lancé les Lost juste derrière, et j'aurais été un petit peu plus bloqué, je n'aurais pas pu l'éliminer directement. Donc, qu'est-ce que ça donne sur ce tour ici, relativement riche ici? Eh bien, voici la situation au moment de la charge. Voilà, donc il arrive au contact avec l'ensemble de mes troupes. À noter que j'ai mis quelques temps à me souvenir que mon Ancestor n'avait pas que les 2 malheureux sorts pas très efficaces sur sa feuille, mais qu'il avait aussi toute la cour du feu. Bon, quand je m'en suis rendu compte, je m'en suis servi un petit peu plus après. Alors, la situation à la fin du tour numéro 3. La voici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous voyez, beaucoup de choses, beaucoup de changements entre cette situation et celle-ci. Voilà, vous voyez ici. Donc, je reviens sur la situation globale. Que s'est-il passé? Donc, il a avancé avec ses raiders qui ont bloqué ici. J'ai joué derrière les Lost. Et en jouant les Lost, j'ai éliminé complètement son unité qui était là. Il a joué son Vargir ici pour temporiser. Moi, j'ai joué mon Ancestor ici, que j'avais laissé après, éventuellement. Bon. Et c'est là que j'ai oublié que je pouvais tirer. J'avais un sort à 16 et j'aurais pu déjà entamer une unité. Alors ici, je pense pas que la distance était bonne, parce que vous voyez le 12 ici, 16 aurait été peut-être un petit peu juste pour lui, mais bon, même si eux on loose formation, ça peut être intéressant tout de même de tirer dessus, au moins pour les attendrir légèrement. Derrière, il joue ses cochons, et là, en fait, il se trouve un peu bloqué, puisque avec le cochon qui est en deuxième ligne ici, il ne peut pas avancer suffisamment. Il est donc bloqué derrière. Alors là, vous voyez la situation une fois qu'il a joué, donc n'oubliez pas qu'il était 2 et 2. Donc ici, un petit peu en arrière, il est bloqué pour passer au-dessus. En fait, il s'est mal placé et son positionnement l'empêche de prendre une bonne position avec ses cochons qui vont rester bloqués ici derrière. Moi, je fais rentrer le Stoneforge, vous voyez, à partir de mon point d'entrée qui était ici, latéralement, de façon à venir menacer cet objectif. N'oubliez pas que c'était mon objectif ici. J'ai également un géant ici qui vient me gêner, donc j'essaie de faire une ligne avec les Stormforge ici, les Steelforge, pardon, qui sont ici dans la forêt, toujours pour éviter l'impact du géant s'il joue avant moi. Ici, j'ai un groupe de Magnaforge prêt à recevoir éventuellement une charge. Alors, bon, ils auraient eu du mal à résister, mais peu importe. Mais surtout, j'essaie de placer là mon sorcier de façon à être à portée ici. Et vous voyez, il est légèrement sur le côté, ce qui fait qu'il ne peut pas venir s'aligner puisqu'il est bloqué avec les unités qui sont de chaque côté. Moi, j'ai ici une vue dégagée pour dessus. Bon, je vois au-dessus, hein, c'est pas le problème. Mais ça me permettait d'être suffisamment avancé, parce que si je me mettais derrière, j'étais trop loin. Donc d'être suffisamment avancé et de l'empêcher de venir me charger de face avant d'avoir éliminé l'une ou l'autre des unités. Les Found arrivent ensuite derrière, donc dans l'ordre, pardon. Après qu'il ait joué ses cochons, moi je joue le Stoneforge. Il joue son deuxième unité de Raiders, il n'ose pas avancer, donc il reste dans cette position-là, sachant que pour l'instant il n'y avait rien en bas. Derrière, je joue le personnage qui est ici pour temporiser. Il joue son Mountain Jotnar qui était dans cette zone pour venir prendre l'objectif. À ce stade, il est quand même sur 3 objectifs, hein, à noter. Ensuite, je joue les styles que je viens placer ici. Il amène son Seidr de ce côté, hein, pour essayer de mettre un petit peu plus de poids sur ce côté ici, puisqu'il a bien vu que j'étais massivement dans cette zone-là. Une bonne partie n'étant pas encore sur table, bien sûr. Ensuite, je sors une première unité de Magnaforge que je viens mettre en pression ici, de ce côté. Il joue les fernes, donc pareil, il se repositionne ici, mais encore une fois, je pense qu'il aurait pu être plus agressif avec ses unités de fer pour venir ne serait-ce que bloquer là sur le côté. En fait, si moi je le charge derrière, il vient refermer avec eux et il explose l'unité. Donc ça aurait été une possibilité aussi pour lui. Derrière, je joue la deuxième unité de Magnaforge, donc que j'amène ici. Voilà. Enfin, le Endbringer, le sorcier et
les fonds qui viennent se positionner derrière, sachant que devant moi, j'ai un géant, deux géants un petit peu plus loin, donc je peux tirer au-dessus, pas de problème ici pour le tir. Voilà, ça marque la fin du tour. La fin du tour 3, moi, j'ai pu rentrer, comment dire, pas mal de mes unités, je n'ai plus grand-chose à rentrer. Par contre, si vous regardez de son côté, ici, il a encore pas mal de choses à rentrer, et c'est ce qui m'inquiète, dont deux Mountain Jotnar. Et j'avoue que à ce stade, s'il les place de ce côté, je suis mal, parce que là, de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour venir comment dire, récupérer cet objectif. Sachant qu'il avait les Berserk aussi, il aurait pu venir là avec eux et mettre une force de géant de ce côté pour pouvoir enfoncer un petit peu le côté avec son cleave assez élevé. Donc je vois assez mal la situation, puisque là on est à 6-0, j'ai donc pris 6 points de retard. Souvenez-vous, on avait placé la victoire autour des 16 points. Ça commence à devenir critique, l'écart est important, et je ne sais pas comment le réduire pour l'instant. Je vais devoir être plus offensif que prévu, et m'attaquer à plus d'objectifs que prévu. Donc voilà à ce stade où on en est, ici. Donc là, 74, j'ai quelques photos aussi de la partie. Donc ici, une vue avec la ligne de fond des Dwegom. En dessous, ici, la vue dans l'autre sens. Ensuite, depuis l'arrière. Et nous allons arriver au tour 4. Donc, je remets la situation ici au tour numéro 3. Au tour numéro 4, suprématie gagnée une fois de plus par les Nords. Il commence avec le Mountain qui charge ici pour venir complètement me bloquer sur mes lignes, alors ce qui est relativement bien joué. Donc je vous montre la situation à la fin du tour et le détail de ce qui s'est passé sur ce tour. Alors voilà, donc beaucoup de choses se sont passées ici sur ce tour. Vous ne voyez plus le Mountain Jotnar pour une raison toute simple, c'est qu'il a chargé ici en bout de course, donc il est venu encore une fois me bloquer, mais comment dire, il n'a pas pu faire suffisamment de dégâts, bon, il a fait très peu de dégâts à l'impact, et derrière j'ai pu en venir à bout avec tout ce que j'ai pu amener. Donc sachant que la dernière unité que j'ai pu amener, celle qui a terminé ici, vous voyez, qui rentre à la fin, ce sont les Fireforge, que vous voyez tout en bas ici, et qui ont terminé le géant qui était placé ici. Alors ça c'est sur la fin de round, donc il commence par charger ici le Mountain Jotnar. Moi derrière j'avais mis en premier mon Stoneforge ici, qui va, donc je joue d'abord le Warlord pour lui donner une petite amélioration, et je charge ici, donc forcément les fermes sont explosées, pas complètement, j'avais même hésité à faire une attaque, un clash derrière, à simplement prendre l'impact. J'en avais blessé qu'un, mais j'ai quand même voulu le faire, parce que si j'avais complètement exterminé son unité, il lui reste 2 PV. Hein. Derrière, j'avais une charge qui venait de cette unité-là. Le fait d'en avoir un placé comme ceci, eh ben en fait, il était bloqué, il a pu me charger juste après, juste de coin à coin comme ceci. Ce qui était en fait pas très intéressant, puisque même s'il a eu de l'impact, impact qui m'a fait un petit peu de dégâts, mais j'ai pu me soigner par la suite, ça n'a pas été suffisant pour prendre le dessus sur cette zone-là. Ensuite, il a joué ses fermes, bon bah, ce qui est resté ici, alors qu'il aurait pu temporiser avec les autres éventuellement, mais bon, il a joué ce qui est resté ici. Derrière, je joue le sorcier, ici, qui va s'en prendre au géant qui est juste à côté, ici. Donc, je vous dis, le géant, s'il a disparu, c'est parce qu'il a quand même pris cher, il a pris donc le sorcier. J'ai pas voulu jouer dans la foulée, puisque dans cette zone-là, ça avait joué, je voulais temporiser, je l'ai laissé jouer, il a joué son Vargir, ici. J'ai joué derrière le Hellbringer Drake, et j'ai continué à tirer, alors là, à bout portant, en utilisant, alors ça, ce sont mes jetons,
comment dire, de pouvoir et tout. Donc j'ai mis le paquet, je ne l'ai pas fait bouger, donc j'avais volé 3. Donc pareil, il a pris quand même une grosse rafale de ce côté. Ensuite, eh bien, il a chargé avec ses cochons, mais encore une fois, en étant coin à coin ici, en fait, le seul qui tapait réellement, c'était son Vargir. L'impact des cochons, même s'il était important, n'a pas été suffisant pour venir à bout. Alors, avec une défense de 4, c'est quand même relativement costaud ici. Donc, ça n'a pas été suffisant pour venir à bout de mon unité. Et derrière, au niveau du corps à corps, bah, il avait juste des attaques de soutien avec ses cochons. Le trample ici, et pas de contact. Alors, à ce propos, d'ailleurs, il faudra vérifier au niveau du trample si c'est comme pour l'impact, savoir si tous les socles peuvent quand même faire trample, même s'ils ne sont pas en contact. On a eu un doute, donc on a considéré que non, ici. Alors, après l'attaque des Gold, les Magnaforges, ici, ont pu s'activer, donc j'ai pu les soigner un petit peu ici, et continuer à endommager le Mountain Jotnar, qui était encore vivant à ce stade, ici. Il joue sa deuxième unité de raider et il l'envoie taper ma deuxième unité de Magnaforge. Ensuite, il joue son Seidr, l'amène ici pour reprendre l'objectif. Je vous rappelle qu'il avait amené ici le géant de ce côté, donc il vient reprendre avec le Seidr, essayer de reprendre l'objectif, donc en se mettant juste à ras de l'objectif. Moi, derrière, je joue l'Ancestor et il amène un nouveau Jotnar. Qu'il amène, alors je ne sais plus dans quel ordre il les a placés, mais qu'il amène de ce côté. Alors déjà, je souffle un petit peu parce que franchement, j'avais peur de les voir arriver de ce côté. Là, ils sont relativement loin, ça va me laisser un petit peu de temps pour, avec la puissance que j'ai de ce côté, l'éliminer. C'est-à-dire que pour moi, il est hors jeu sur le moment. Alors évidemment, là, ici, il va pouvoir endommager sur la partie centrale, mais ça va me permettre, cette unité-là n'étant pas encore en place, ça va me permettre de m'en prendre fortement ici à ce géant, même si je ne l'élimine pas, je l'aurai suffisamment abîmé pour la suite, sachant quand même que j'ai beaucoup de ressources sur la partie centrale. Bah, n'oubliez pas que j'ai quand même 6 points de retard et qu'à ce stade, ça reste quand même assez difficile. Après ça, j'avance mes Lost pour venir me mettre en position ici. Au passage, je vais mettre un socle supplémentaire au cas où il y ait ici un petit souci pour tenir cet objectif. Il me faut absolument marquer mes premiers points. Ensuite, il joue ses fernes, donc le deuxième qu'il laisse ici sans les bouger. Je joue mes found qui sont ici et qui vont tirer. Alors, je ne sais plus sur quel géant ils ont tiré. Je pense qu'ils ont dû tirer de ce côté, avancer et tirer de ce côté. Donc, en faisant ça, je suis passé au-dessus de ceux-ci, mais qui ont fait une marche et charge derrière. Dans la marche les a fait repasser devant, donc ils sont sortis de la forêt, et après ils ont pu charger. Entre deux, il joue le dernier Mountain Jotnar et vient ajouter encore de la puissance. Je crois que c'est ça. Il a joué celui-ci en premier et celui-ci après. Là, j'étais vraiment très content parce que je pense que là, c'est vraiment une grosse erreur de les avoir mis ici, sachant que j'avais pas grand-chose pour le menacer de ce côté-là. Et en mettant plus de poids de ce côté, il m'obligeait à venir les aider. À la rigueur, il serait même venu ici, là, sur le côté, pour venir seconder une fois que le fer n'était passé. Ça aurait été encore plus gênant pour moi. Il n'avait pas besoin de mettre autant de force de ce côté. Surtout qu'on va voir derrière qu'il va y avoir un peu d'embouteillage, c'est-à-dire que moi, j'arrive ici et je réalise une charge avec les Steelforge, ce qui me permet de l'entamer un petit peu plus. Oui, c'est ça, j'avais tiré aussi dessus. Donc celui-ci est déjà amoindri, je crois, à moitié de sa puissance à ce stade, et je suis relativement content de ce qui a pu se passer ici. Derrière, il fait rentrer ses Beersirk ici, et là par contre, là c'est une erreur, parce que son socle, il les avance beaucoup trop. Avec Vanguard, il peut avancer quand même pas mal, hein, puisqu'il a Vanguard 4, ajouté à 2 x 6, 12, plus l'étendard, donc 13, donc il va très très loin. Le problème, c'est que, regardez ici le positionnement, il vient se mettre juste derrière son Jotnar, qui devient une zone infranchissable parce qu'il est au corps à corps. Donc tel qu'il est placé là, eh bien, il ne peut plus charger du tout parce qu'il est complètement bloqué là. Il est obligé de se décaler d'abord pour faire quelque chose. Et moi, en fait, il va protéger ici quand je vais avancer avec cela. Donc
il place très très mal cette unité et en fait elle va bloquer la situation. Imaginez à la place de cette unité ici qui peut venir dans cette zone-là et venir menacer derrière ce que je pourrais amener de ce côté ou venir fermer là. Imaginez que là il y ait deux Mountain Juntnar l'un à côté de l'autre. L'espace est ouvert, il peut venir charger ici, ici et venir prendre un poids très important sur la partie centrale. Je pense que cette unité aurait mérité d'être dans cette zone ici, et les deux Jotnar, peut-être un ici, un de l'autre côté, ou les deux dans cette zone, mais à mon avis, là, ils n'étaient pas dans la bonne position. Même si celui-ci va venir menacer cette troupe-là, vous allez le voir après, mais ça sera un petit peu trop tard, je pense. Donc on termine le tour numéro 4, ici. Je vous montre quelques photos ici, vues différentes de la fin de ce tour, sur un score de 7-1, puisqu'il marque à nouveau un point, donc il était à 6, il passe à 7 grâce aux fermes qui sont ici tout au fond, et moi je marque mon premier point sur cet objectif. Toujours un différentiel de 6, ça commence à être compliqué, on va rentrer dans une situation où maintenant ce sont les objectifs latéraux qui vont compter pour 2 points. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que même si celui-ci, je vais pouvoir le sécuriser, celui-ci, je ne l'ai pas et je vais avoir du mal à aller le chercher. Donc, il va continuer à marquer 2 points, alors que moi, je ne marque que 2 points. Il faut absolument que je prenne l'objectif central. Sinon, le différentiel, je n'arriverai pas à le remonter. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, on est à 7-1 ici. Pour l'instant, il est à plus 6. On entame le tour 5. Avec, je vous remonte la situation ici générale au niveau du tour. Donc, moi j'ai pris un risque avec les Steelforge. Ici, alors le risque, il est quand même assez important et il faut absolument que je puisse jouer en premier. Parce que là, tel que je suis placé, si lui joue ceci en premier, mon unité va faire gallop en grande partie. Donc, bon, là, c'était un peu un coup de poker, j'avais beaucoup de retard. Il fallait que je prenne la suprématie. On lance la suprématie, tour 5, suprématie Norse. Bon, bah voilà, c'est fait. Il joue le Seidr en premier. Je jouerai les styles derrière. Et ça m'oblige à utiliser ma capacité activée liée à mon général qui permettra de les soigner de 5, plus le fait qu'il soit éveillé, de façon à faire revenir au moins un qui va exploser suite au contact ici, ce qui me permettra de faire suffisamment de dégâts. Bon, ça ne sera que reculer pour mieux sauter, puisque là je vais prendre ensuite une charge ici, mais je vous montre la situation et je vous explique ce qui s'est passé au tour numéro 5. Voilà, tour numéro 5. Les choses ont un peu évolué. Les choses ont un peu évolué ici. Alors, en fait, pas tant que ça, mais pas forcément dans le bon sens pour moi à ce stade. Ici, vous voyez que dans cette zone, les combats vont rester à peu près similaires. Là, ce que je vous ai dit, complètement bloqué. Bon, ici, forcément, j'en ai perdu pas mal et à 2 fois, donc j'en ai quand même encore un plus un très endommagé. De ce côté, j'ai pu avancer un petit peu ici, et ici, je n'ai pas avancé, j'ai voulu être à pleine puissance. Je précise que les deux géants sont pas mal abîmés. Sur ce côté ici, moi j'ai réussi à venir aller bloquer ce géant-là, et donc je vous fais le détail de ce qui s'est passé sur ce tour numéro 5. Donc le Seidr joue en premier, et comme me fait très mal. Moi derrière je joue les styles, j'arrive à en soigner, en ramener un complet, donc j'en ai 3 complets je crois à ce stade, je ne sais même pas si j'ai pas réussi à faire revenir le 4e, ici. Je les joue et j'abîme pas mal également, puisque je me booste au niveau des attaques ici pour avoir plus d'attaques sur le géant. Ensuite, il joue son Vargir. Je joue mon Stoneforge, enfin le personnage et le Stoneforge dans la foulée. Bon, je continue d'abîmer pas mal ici. Bon, là, de toute façon, l'unité est réduite à presque rien. Celle-ci, je m'en occupe pas, il continue à me taper. Pour l'instant, je me concentre sur l'unité qui fait un peu plus mal. Comme de toute façon, il ne peut pas se soigner, bon, il est à 2 PV, il ne va pas me faire bien mal. Et en fait, avec ma défense 4 et la possibilité de me soigner aussi, j'étais relativement sécure dans cette zone. Donc, après lui, il joue ses cochons. Je continue avec l'ancêtre
ici. Et alors l'ancêtre, oui, vous voyez, il en manque un ici de Lost. En fait, c'est le chaman qui a fait son boulot, ici, qui fera son boulot après. L'ancêtre que je fais tirer, je me souviens ici, et cette fois-ci, sur le Seidr. Hein, j'ignore complètement cette unité qui est encore bloquée tant qu'il est là. Ensuite, il joue des fernes. Je joue les Lost qui sont ici. C'est son unité de raider, oui, c'est ça. Ici, si vous vous souvenez, au tour précédent, les Magnaforge étaient ici et avaient toujours un socle devant eux. Un socle avec un PV de raiders. Il s'active, l'aura de mort les tue. Donc derrière, il joue un Mountain Jotnar et vient me charger là sur le côté. Il choisit de charger ici. Je pense que c'est une erreur, encore une fois, parce que le deuxième géant aurait très bien pu venir me charger là. Sachant que ici j'avais joué, il avait le temps de venir charger après, donc en inversant l'ensemble. Bon, donc, il vient de ce côté. Ici, il me charge, donc là, vu la distance, il est obligé de faire une marche et une charge derrière, donc je ne prends que l'impact. C'est pour ça que je suis encore relativement serein ici. Donc après son Mountain, je joue les Found qui sont ici et qui continuent de tirer pour affaiblir le géant, et j'ai réussi à l'affaiblir quand même relativement. Il joue son deuxième Mountain Jotnar. Je vous rappelle que mes Magnaforge sont toujours en arrière ici. Lui reste en position. Il reste sur cette position-là, ce qui me permet, en jouant les Magnaforge ici, d'effectuer une charge et de venir taper au niveau du géant qui est là, pour venir le bloquer, pour bloquer un petit peu ce côté-là, pour éviter d'avoir un déferlement de puissance de ce côté, puisque tant que je ne l'agresse pas de ce côté-là, les fernes ici sont suffisants pour garder la zone. Il joue après ses berserk et évidemment il essaie de les manœuvrer légèrement, mais la situation, donc vous voyez, il est décalé, il était un peu plus là, il s'est juste un peu décalé ici, en attendant le tour suivant ici. Je joue la deuxième unité de Magnaforge, qui vient avancer de ce côté. Les Fireforge, ici, toujours en tirant en partie. Le sorcier et l'Endbringer, vous voyez qu'ils n'ont pas bougé parce qu'ils ont une portée de 16 et dans les deux cas, je pouvais également tirer. Donc en fait, j'ai utilisé beaucoup de tirs sur ces deux géants ici, de magie, à différents endroits, et je les ai passablement affaiblis. On arrive à la fin du tour, et là, c'est un peu la cata. Pourquoi? Parce qu'il tient toujours cet objectif qui est ici. Donc 2 points. Il tient l'objectif central, il a 2 géants, moi j'ai 2 socles, donc ça fait 3 points. Et ici, moi, je ne marque que 2 points. C'est-à-dire qu'on est à 10-3, le différentiel est passé à plus 7. À plus 7, ça devient critique au tour 5. Je commence à me dire que je ne vais pas réussir à prendre le dessus. Alors, un petit mot sur les jets de dés. Alors, bon, c'est pas... J'ai eu quelques passages assez critiques où, honnêtement, j'avoue que ça a été très très difficile. Mais je pense que le résultat final, et vous verrez le résultat final, je ne vais pas spoiler pour le moment, il est essentiellement dû, je pense, au placement de ces deux géants et de ce groupe qui est ici. C'est-à-dire que le résultat aurait été différent en termes de comptable. Alors je ne dis pas qu'il a gagné, perdu ou quoi que ce soit, mais simplement, il aurait de toute façon marqué plus de points et moi moins de points si ces géants avaient été mieux employés, et surtout cette unité-là qui était vraiment très forte. Quand elle va pouvoir passer, elle va faire des dégâts. Donc on arrive au niveau du tour 6 dans cette situation. Mes styles sont très mal ici, ils peuvent encore faire quelque chose s'ils jouent premier, donc on se retrouve dans la même situation que précédemment. Je me dis bon, bah, cette fois-ci je vais peut-être réussir à avoir la suprématie, donc je les mets à nouveau en premier, sachant que de toute façon si ils jouent en premier, ils les explosent, et derrière ben, je jouerai une deuxième unité ici qui est pour moi plus intéressante, à savoir les Magnaforge qui sont là pour endommager le géant qui est ici. Voilà. On arrive donc au tour 6, suprématie, Nords, une fois de plus. Ça commence à être un petit peu lourd sur les suprématies au moment difficile. Donc bah voilà, à ce stade, bah, il va falloir que je subisse le Seidr qui va exterminer les styles. Derrière, les Magnaforge
vont s'en prendre ici au Mountain Jotnar. Derrière, il joue Mountain Jotnar. Je joue ici les Lost qui vont venir taper. Je vous montre la situation et je reprends le décompte de ce qui s'est passé sur ce tour. En attendant, quelques photos de la situation. Vous voyez ces photos avec ces dédoublements. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Bon, c'est pas forcément gênant. Cette fois-ci, elles sont pas floues, mais il y a des doublements. Donc, vous voyez la situation vue de mon côté, de mon coin ici, et la ligne globale. Alors, on arrive à la fin du tour suivant. Et là, comme vous voyez, ça a fait le ménage un petit peu dans tous les sens. Il y a énormément de pertes sur ce tour, puisque je vous remontre ici le tour précédent. Voilà. Vous voyez, ici. Et sur le tour numéro 6, bon, en général, c'est assez fréquent d'avoir un tour 6 dans lequel il se passe beaucoup de choses. Alors, donc je reprends. Ici, ce qui s'est passé, le Sage a exterminé les styles, les... comment ça s'appelle, les Magnaforge, ici, s'en prennent aux géants et l'abîme assez fortement. Géant qui finit le bout, qui lui, par contre, ne fait pas un pli et extermine mes Magnaforge. Il a quand même pris aussi de l'aura de mort. Ensuite, les Lost et les Fonds vont venir ici sur le côté. Taper. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être une petite... Non, c'est bon. Donc ici, je disais, les Lost et les Fonds... Oui, c'est bien ce que je pensais. Il me manquait là, on a un petit peu trop avancé et on est passé directement fin tour 7. Ici, voilà, bon, je vais donc reprendre la situation, puisque là, effectivement, je me disais, ça a un petit peu... Voilà, donc par rapport au tour qui est ici, je reviens sur le tour 6, excusez-moi pour ce petit rollback ici. Donc, le Seidr explose les styles qui sont ici. Ensuite, les Magnaforge tapent le géant qui est de ce côté, et le Mountain Jotnar, ici, riposte. Alors, il me semble qu'il a riposté de ce côté, ici. Ensuite, les Lost et les Fonds viennent taper sur le côté du Seidr, et en tapant sur le Seidr, font tomber le Seidr. Le Fern, ici, joue à son tour, sur le côté. Ensuite, après le Fern, je joue mon général ici, simplement, mon Warlord. Et comment ça s'appelle, le Stoneforge, qui termine son unité sur le côté. Ensuite, ici, les Beersirk viennent terminer les Lost en venant sur le côté. Et derrière, j'ai mes Magnaforge qui prennent le relais. Donc j'avance un petit peu pour essayer d'éliminer ici, sur cette partie, les Beersirk. Je continue avec ma grosse bête qui vient sur la partie, qui veut essayer de venir sur la partie centrale, avancer légèrement pour tirer sur le géant. Et donc l'ensemble des tirs ici tue ce géant. Donc sur cette zone ici, plus rien. Ici, ces Lost et Fonds sont perdus et les Beersirk ont avancé et sont ici sur le côté, et les Magnaforge sont venus prendre le contact. Donc à la fin de ce tour 6, on score chacun 2 points sur les 2 objectifs latéraux. C'est-à-dire que l'objectif central, il n'y a plus personne ici, il n'appartient à personne. Par contre, cet objectif ici, je le possède toujours, il possède toujours celui-là. Donc on est à 12,5. À ce stade, à 12,5, ici, j'ai toujours mon différentiel de 7. Ça devient très très difficile. Et donc,
on attend le tour 7 dans cette situation où, une fois de plus, Nords prend la suprématie. Ici, où je prends la suprématie, pardon, pour une fois, le Nords ne prend pas la suprématie, et je peux jouer mes Magnaforge qui s'en prennent au Berserk ici. Ça n'est pas suffisant. Les Berserk ripostent et exterminent mon unité de Magnaforge. Je vous remonte donc la situation, puisque là, c'est la bonne situation, de ce qui s'est passé au niveau de ce tour ici. Voilà. Donc ici, les deux unités se sont annihilées. J'ai continué d'avancer. Le géant qui était libre est venu ici pour essayer de venir finir le boulot. Le Stoneforge n'avait plus qu'un Fern, il l'a explosé. Ces Ferns ici se mettent le plus loin possible pour tenir l'objectif. Et on est donc ici sur une fin de tour 7 où on va marquer, ici, moi je vais marquer 3 points et lui va marquer 2 points. On arrive à 14-8, c'est-à-dire un différentiel toujours de 6. On est au tour 7. Il ne me reste que les tours 8, 9 et 10 pour reprendre ces 6 points. Ça devient critique. Donc, que s'est-il passé ensuite? Alors, on a été pris un petit peu par le temps, donc on a essayé d'accélérer un petit peu le jeu. En fait, on a débuté le tour et on a très vite envisagé la fin rapidement. Je vous explique pourquoi. En fait, ici, il est évident que son géant est sous le feu de tir nourri. Donc, s'il joue premier, il va pouvoir aller au contact et abîmer au moins une unité et peut-être reprendre le dessus. N'oubliez pas ici que celui-ci tient l'objectif. Je dois garder mes objectifs. Je n'ai plus beaucoup d'unités si il m'élimine celle-ci, ce qui est tout à fait possible avec son géant en un tour. Malheureusement, il rate sa charge. Ça devait être une charge à 3, il doit faire 2 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est vraiment de peu, mais il rate sa charge. C'est-à-dire qu'il ne veut pas tenter mouvement, charge, il tente directement la charge est ratée. Il devait jouer premier, mais la charge est ratée. Derrière, moi, j'enchaîne, puisque lui a bougé, avec le sorcier, le Drake, les Found, le géant, est éliminé. À ce stade, il ne lui reste plus qu'une seule unité ici. Donc, sur la fin de ce tour, on rebascule sur... on est toujours sur 1 point ici, 2 points ici, donc je marque 3 points, j'étais à 8, je passe à 11, lui marque 2 points, on est donc à 16-11. 16-11, différentiel de 5. Différentiel de 5, et il ne reste que 2 tours. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ces 2 tours? Eh bien, en fait, sur ces 2 tours, lui est relativement loin. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est, au bout de 2 tours, donc sur le tour suivant, on marque à nouveau, lui 2 points, moi 3 points. Donc, il était à je dis des bêtises, il était à 16. Il passe à 17, 10... non, je dis une bêtise. Cette fois-ci, il ne marque qu'un seul point, puisqu'on est passé au tour 9. Cet objectif ne vaut plus qu'un point. C'est ça, c'est pour ça que mes décomptes sont pas bons. Donc de 16, il passe à 17. Moi, par contre, je marque 3 points. Donc de 11, je passe à 14. On est donc à 17, 14 sur le 9e tour. Il ne reste plus qu'un seul tour. Il est à 17. Moi, j'ai une troupe qui est ici. Eh bien, je préfère venir contester. Donc, j'amène pour contester ici plutôt que d'essayer de charger, de détruire. J'étais trop loin de toute façon. Au tir, je n'aurais pas réussi à avoir son unité. Donc, je me mets ici avec cette unité qui a avancé 2 fois. Je lui conteste l'objectif, donc il ne marque pas de points. Et je marque 3 points. Résultat, 17-17. Match nul. Eh bien, voilà. Voilà, on est arrivé au bout de cette partie. Bon, désolé pour les petits cafouillages par rapport aux photos et à l'ordre. Effectivement, il me manquait un tour. Vous voyez, dans le feu de l'action, je ne m'étais pas rendu compte qu'on n'avait pas pris de photo sur un des tours. Toujours est-il que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'il fasse quelques erreurs, parce que je pense que ces erreurs de placement pour ces géants ici et ces Berserk, placé différemment, il m'aurait empêché de scorer au moins une fois. Et vous voyez, c'était suffisant, puisque au final, je fais égalité parce que j'ai pris trop de retard au départ, parce que malheureusement au tour 2, je n'ai rien rentré. Et ça c'est terrible. Rien rentré, enfin à part l'unité de la troupe obligatoire, je ne rentre rien au tour 1 parce que je n'ai pas de léger. Alors
Que dire de ma liste? Je pense qu'il faut absolument que je mette des Inferno Automata pour avoir une troupe légère. Alors, quoi sacrifier? Peut-être une unité de Magnaforge, une seule serait suffisante, de façon à avoir au moins quelque chose qui vient embêter en fait au tour 1, parce que là c'est vraiment un petit peu trop compliqué. Les Nords auraient dû gagner, alors les Nords ne perdent pas, mais c'est peut-être aussi une partie quand même très intéressante. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle partie.